La Bibliothèque nationale de France. Les membres de l'Oulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales. Ils consacrent cette saison aux travées des hypermarchés et s'attaquent au rayon des animaux de compagnie. Bonsoir. Voilà, merci d'être aussi nombreux dans ce qu'on va appeler ces circonstances. Espacez-vous. Voilà. Espacez-vous, une personne tous les mètres. Ne vous parlez pas dans le visage les uns des autres. Enfin, voilà, toute une série de petites règles élémentaires à respecter afin que tout le monde survive dans quelques semaines. La séance est donc consacrée aux animaux et compagnie. Et je présente les différents oulipiens et oulipiennes. Olivier Salon, Jacques Jouet. Olivier Salon, Jacques Jouet, Valérie Baudouin, tous pour un, Marcel Benabou, Paul Fournel, Hervé Letellier. Et Hervé Letellier. J'aime les petits chiens dans leur humeur badine. Ils se sentent le cul, ils se lèchent la pine. Jacques Roubaud. Non, Raymond Queneau. Jacques Roubaud maintenant. Le poème du chat. Quand on est chat, on n'est pas vache. On ne regarde pas passer les trains en mâchant des pâquerettes avec entrain. On reste derrière ses moustaches. Quand on est chat, on est chat. Quand on est chat, on n'est pas chien. On ne lèche pas les vilains moches parce qu'ils ont du sucre plein les poches. On ne brûle pas d'amour pour son prochain. Quand on est chat, on n'est pas chien. On passe l'hiver sur le radiateur à se chauffer doucement la fourrure. Au printemps, on monte sur les toits pour faire taire les sales oiseaux. On est celui qui s'en va tout seul et pour qui tous les chemins se valent. Quand on est chat, on est chat. Le lombric. Conseil à un jeune poète de 12 ans. C'est les souffrances du jeune ver de terre. Dans la nuit parfumée aux herbes de Provence, le lombric se réveille et bâille sous le sol. Et tirant ses anneaux au sein des mottes molles, il les mâche, digère et fort avec conscience. Il travaille. Il laboure en vrai lombric de France, comme avant lui ses pères et grands-pères. Son rôle, il le connaît. Il meurt, la terre prend l'obole de son corps, aérée, elle reprend confiance. Le poète, vois-tu, est comme un ver de terre. Il laboure les mots qui sont comme un grand champ où les hommes récoltent les denrées langagières. Mais la terre s'épuise à l'effort incessant. Sans le poète, lombric et l'air qu'il lui apporte, le monde étoufferait sous les paroles mortes. Poème en X pour le lynx. Dans les rocheuses vit le lynx, à l'œil brillant comme un silex, couleur de porcelaine de Saxe, énigmatique plus qu'un sphinx. Parfois, grondant en son larynx, il miaule, et quoique loin de Sphax, fauche la chèvre qui fait bex au berger qui joue du syrinx. Pour fêter ça, il boit sans tout de la blanquette de Limoux. Dans les rocheuses, c'est du luxe. Puis, ronronnant et les yeux fixes, regarde à sa télé Tom Mix dans un western couleur deluxe. Merci. J'ai commencé pour vous une nouvelle série de la République de mes couilles qui s'intitule « Mes couilles à l'école ». Voici le premier épisode et le troisième suivra tout à l'heure. Il n'y aura pas de deuxième épisode aujourd'hui. Premier épisode. Mes couilles est largement rendu au-delà du milieu du chemin de notre vie. Il vient de perdre une dent de devant, ça fait un trou dans la façade et dans le sourire. À tout hasard, il a glissé sa dent sous son oreiller. Au réveil, la petite souris est passée avec sa discrétion coutumière. Elle a laissé une ordonnance signée de 2 noms prestigieux de la faculté, jeune gériatre et vieux pédiatre, déjà rencontrés passim dans la République de mes couilles.
Les sous-signés prescrivent à Mécouille une bonne année scolaire de remise à niveau à Névache, 0500, altitude 1596 mètres, mielerie, chèvrerie, charcuterie artisanale. Cette ordonnance est accompagnée d'une lettre de recommandation à la maîtresse, mademoiselle Fifi. Mécouille, la septantaine révolue, aurait avantage à suivre un cursus élémentaire deuxième année avec vous, dont nous connaissons les capacités pédagogiques tant de tout premier ordre qu'exceptionnelles pour vos 7 ans d'âge. Nous vous prions de faire le nécessaire pour accueillir Mécouille dans le groupe qui lui correspondra le mieux. Cet homme a des qualités humaines tout à fait honorables qui ne connaissent aucun moment d'abattement. Il ne présente aucune espèce de névrose d'angoisse et est totalement dépourvu de troubles particuliers, qu'il se trouve seul ou en public. Son rêve récurrent, il entre dans une pièce ordinaire munie d'un divan, il s'allonge et s'endort, nous oriente vers l'explication de cette aphobie. Le milieu amical est aussi peu pathogène que possible. Rien ni personne ne paraît avoir d'importance à ses yeux et aux yeux de son cœur. Il ne connaît ainsi aucune ennemie durable. L'état de Mécouille nous est apparu assez alarmant, en particulier à cause de son déficit passionnel qui l'empêche totalement de s'engueuler depuis des lustres et des lampadaires pour que nous lui conseillions d'entreprendre sans délai le cursus élémentaire précité, au programme duquel se développent sous forme d'acquisition définitive les névroses et phobies qui sont une part essentielle de notre santé. En foi de quoi, le présent certificat signé « jeune gériatre et vieux pédiatre » en accord sur tous ces points. Mécouille est ravi de l'aubaine et de la crèche qu'il imagine à la montagne. Il fait des courses de rentrée, il achète un short plus court à la jambe gauche qu'à la droite, car ses deux jambes n'ont pas la même longueur. Une chaussure de montagne montante pour le pied droit, une chaussure de montagne taille basse, car il a un bouton douloureux à la cheville pour le pied gauche. Un cartable sac d'ado du type de ceux qu'on porte dans le dos. Shorts et chaussures sont de marque Dahu. Dans son cartable tout neuf, Mécouille glisse une poignée de carambars à la fraise, des framboises soin, 2 baguettes de pain noir fourrées au chocolat blanc, un crayon de couleur grosse mine à 2 faces rouges et bleues, un cahier neuf. Et le voilà qui prend le chemin de l'école pour une leçon animalière. À suivre, tout à l'heure. Je voudrais évoquer ce soir la figure tutélaire d'un peintre fort important dans l'histoire de l'art et dont le nom a été injustement oublié. Il s'agit de Philippe Mouchès. Ce peintre me semble essentiel car il est évident qu'il a influencé un nombre assez considérable de peintres, à commencer par Botticelli, Léonard de Vinci et Michel-Ange. C'est pourquoi on peut probablement dater la naissance de Philippe Mouchès au XVe siècle, peut-être même avant, tant certaines annonciations ont été vraisemblablement fortement inspirées par des annonciations de Mouchès. Plus tard, le Caravage, Boucher, Rembrandt, Van Gogh, Hopper, Fragonard, Girodet, Géricault, Monet, Velázquez, Vermeer, Le Titien, Botticelli, pour ne citer dans le plus grand désordre que ceux-ci, ont purement et simplement plagié le peintre animalier Philippe Mouchès. Un double et heureux hasard m'a fait retrouver au terme d'années de patientes recherches dans les fonds obscurs et poussiéreux de musées du monde entier, dans un premier temps, une quarantaine de toiles de ce peintre essentiel. J'ai alors constaté que les peintres célèbres dont j'ai cité plus haut les noms s'étaient tout bonnement contentés de supprimer les animaux des tableaux de Mouchès et d'apposer dès lors leur signature indigne au bas du tableau plagié et à peine modifié. Puis, dans un second temps, j'ai pu retrouver un livre 13e de fables de La Fontaine que les historiens avaient eux aussi oublié et qui me paraît d'autant plus important qu'il semble avoir illustré précisément les tableaux de Mouchès. Je veux dire que M. Jean de La Fontaine a visiblement composé les fables de son livre 13e sur le motif, c'est-à-dire sur les tableaux de ce peintre oublié de l'histoire, tableaux animaliers. Il est grand temps, enfin, de rendre ces lettres de noblesse à ce peintre injustement maudit par l'histoire. Rendons à Mouchès ce qui appartient à Mouchès. Et nous commençons avec
ce premier tableau, avec ce premier tableau que j'aimerais bien voir sur l'écran, ça serait mieux pour... Étant donné que tu as parlé à pas ton tour, il ne sait pas que c'est à toi. Ah, ça y est. Ah, c'est de ma faute, c'était pas mon tour. Tout va bien. C'était pas mon tour, alors c'est de ma faute. Voilà. Alors, le voilà. Alors, voici le tableau de Philippe Mouchès. J'ai mis en bas le nom du plagiaire et je vais lire la fable du livre 13e correspondante. Maître Pan voulait séduire la panne. Chaque jour il tentait et chaque fois la panne survenait, le faisant rentrer clopin-clopant, et c'était bien préoccupant. N'arrivant point à allumer de garce, il se sentait le nindon de la farce. Laissant passer le jour, il attendit la nuit, strictement immobile et sans le moindre bruit. Elle arriva, jetant dans le champ des étoiles une faucille d'or à la façon d'étoile. Notre Pan, s'agrippant, fit la moue, puis la roue. Gonflant son indigo poitrail, il déploya en éventail des dizaines d'ocelles comme une gerbe d'étincelles. Survint une panne en quête des mois, nocturne solitaire et tout en désarroi. Le bleu plastron du Pan se mêlait aux ténèbres et sa queue théâtrale aux étoiles célèbres. La panne ne vit rien, eut au fait de partir, en cherchant bien ailleurs comment se divertir. Moralité, toi qui cherches tant à séduire, assure-toi au moins de luire. Voilà, alors je trouve que c'est assez intéressant quand même, quand on est, c'est à la fois la fable et le tableau de Mouchès, le tableau original. C'est vrai, ça c'est dommage, il semble qu'on connaisse tous, vous allez voir, tous les tableaux que j'ai retrouvés en tout cas, par exemple celui-ci. Philise, vous voyez en haut, c'est le nom du bar. Philise a inventé un tout nouveau concept, l'happy hour de 5 à 7. Venez chez Philise vous détendre, ce sera chaud, ce sera tendre. Heureux comme un poisson dans l'eau, vous vous sentirez bien à l'eau. Que vous soyez plat comme une limande, passez-nous des jadons votre commande, ou frais comme un gardon, ou moche comme un thon, fuyant comme une anguille, ou bien coincé comme une aiguille, plongez donc dans notre univers avec vos joies et vos travers. Si vous êtes muet comme une carpe, venez nous jouer un air de harpe. Pervers comme un beau maquereau, venez jeune godelureau, ou fraîche comme la baleine, venez chez nous filer la laine. Pour l'heure gaie de 5 à 7, venez à pied, venez en jet, chez nous on se la coule douce, un café crème, un whisky, une mousse, et l'on vous servira double ration, telle est aujourd'hui ma déclaration. Et voilà, c'était tout simple. Mais venant de La Fontaine, c'est vrai que c'était assez hardi. Hein? Ah oui. Et celui-là, au 5e jour, Dieu inventa les oiseaux. Mais les oiseaux volaient et s'épuisaient. Alors Dieu inventa un drôle de zozo qu'il appela Adam, nom du tout premier homme, un nom à la boule de gomme, pour servir de reposoir aux pigeons. Allons, mes bons amis, sur nos bras, convergeons. Dieu inventa le ver Adam à son image, qu'Ève se rince l'œil à ce si bel ouvrage, et Adam la bouche et la dentition. On n'a jamais mieux dit, c'est la loi du talion, écureuil pour œil et cure-dent pour dent. Ouais. Alors, celui-ci, oui, celui-ci. Là, attention, c'est un dialogue. Mais voyons, dit le fifre à l'oiseau. Comment diable as-tu fait pour sortir de ta cage? Aurais-tu par hasard déniché un ciseau? Nenni, mon cher, je suis un vrai roi mage. Saurais-tu pour le coup maintenant m'affranchir? L'esprit humain entend de l'autre s'enrichir. Vois-tu,
J'étais par toi enfermé, pauvre nouille, et je tournais en rond semblable à la gidouille. Et si nous en faisions reconstitution, avec ta pleine acceptation, veux-tu considérer la jolie porte ouverte ? Certes, ce n'est pas une découverte. Eh bien, fais comme moi, rentre dedans. D'accord, j'y vais volontiers maintenant, mais je ne comprends pas, il faut que tu m'expliques. Pour sûr, je sens ici mon âme hyperbolique. Le verrou est ouvert, tu peux t'en échapper, et par là même, ici, t'émanciper. Me prendrais-tu donc pour un imbécile ? Rien au monde ne serait plus facile. J'ai trop d'égards pour toi et même d'amitié qui avait cependant oublié de tirer le verrou quand tu vins me nettoyer la niche. Et je pus donc m'enfuir. Oh, le bel hémistiche ! Mais le verrou fermé, ce que je fais ici, te voilà bien coincé, mais si. Tu voulais autrefois que pour toi je chantasse, eh bien joue maintenant, innocente bécasse. Et terminons peut-être cette première série, oui, par celle-ci. Une charmante fille à la belle conduite espérait un bijou, une perle gratuite. Le visage est tentant, mais le bijou séduit. Voilà où la raison quelquefois nous conduit. Une estimable fée, en ce souhait instruite, voulut diligemment à ce vœu donner suite. Elle le fournit conseils et recettes de fruits, de mollusques et clames, de homards et biscuits, ordonna l'absorption d'une dernière truite, agita sa baguette et garantit qu'ensuite la perle apparaîtrait, miracle de la nuit. Un rêve s'ensuivit qui fit beaucoup de bruit. Voulant vérifier l'influence produite, la fille s'observa, se constata détruite. La perle était bien là. Un crustacé fortuit avait tout bonnement son visage éconduit, remplacé pour toujours par une face d'huître. La rage de ne pas trouver de rime à huître. Cher oncle Hervé, pourquoi le phasme ressemble-t-il tellement à une branche ? Ma chère Valérie, une fois de plus, l'homme, qui appartient au règne animal et se croit supérieur, sous-estime les capacités du règne végétal. Merveille de l'adaptation, c'est en réalité la branche qui fait tout ce qu'elle peut pour ressembler au phasme. Cher oncle Hervé, pourquoi les œufs ont-ils une forme d'œuf ? C'est une excellente question, Valérie, et je t'en félicite. Mais le plus incroyable, c'est que s'ils avaient une autre forme, ils auraient encore une forme d'œuf. De plus, on s'étonne souvent que les œufs aient une forme d'œuf, mais jamais que les poules aient une forme de poule. Cher oncle Hervé, pourquoi la tortue est-elle si lente ? Tu poses là une excellente question, Valérie. Comme tu le sais, la tortue porte sur sa maison sur son dos. Cela ne l'empêcherait nullement d'être très rapide, car elle est très puissante. Mais la course pourrait briser les magnifiques verres de cristal qu'elle a hérités de sa tante. Cher oncle Hervé, pourquoi le caméléon change-t-il de couleur ? Chère Valérie, merci de ta question très intéressante. Le caméléon est un animal fascinant, quelle que soit sa couleur. Trop peu de gens le savent, mais les premiers caméléons changeaient non seulement de couleur, mais de forme, et c'était très fatigant. Cher oncle Hervé, pourquoi le kangourou n'a-t-il qu'une poche ? Ma chère Valérie, ta jolie question montre que tu connais bien les marsupiaux. Pour éviter les pickpockets nombreux en Australie, le kangourou a en fait plusieurs poches, mais on ne voit que la poche extérieure. Savais-tu qu'en cas de danger, il sait se replier tout entier dans cette poche ? Cher oncle Hervé, pourquoi l'abeille meurt-elle après nous avoir piqué ? Ah, mon cher Frédéric, merci de ta question. Vois-tu, l'abeille ne meurt pas après nous avoir piqué. En réalité, c'est au moment où elle se sait sur le point de mourir qu'elle nous pique. C'est sa façon à elle de dire adieu à ce monde cruel et d'y laisser sa trace. Cher oncle Hervé, pourquoi l'araignée fait-elle une toile ? Bonjour Valérie, et merci de ta question. L'araignée est une artiste, et c'est par goût des jolies choses qu'elle réalise des toiles très compliquées.
Elle est aussi très colérique et lorsqu'un insecte abîme la toile en s'y prenant, elle le mange pour se venger, bien qu'elle soit végétarienne. Cher oncle Hervé, pourquoi le colibri bat-il si vite des ailes? Chère Valérie, ta question est très intéressante et je vais y répondre précisément. Rares sont ceux qui s'en sont rendus compte, mais le colibri souffre d'aérophagie et le pauvre fait souvent des proutes très malodorants. C'est afin de disperser l'odeur infecte qu'il bat extrêmement vite des ailes. Cher oncle Hervé, pourquoi la raie électrique ne s'électrocute pas elle-même? Je te remercie de ta question, Valérie. Tu connais le principe du câble paratonnerre qui relie le toit à la terre et par lequel passe l'éclair. Sache que l'aiguillon de la raie électrique, aussi appelée torpille, joue le même rôle. Ainsi, la raie est toujours reliée à la mer. Je profite de l'occasion de te rappeler de faire attention à l'électricité. Merci. Cher oncle Hervé, pourquoi le mille-pattes a-t-il autant de pattes? Chère Valérie, voici une bien intéressante question. En vérité, le mille-pattes ne se sert que de 4 pattes, ça ne se voit pas. Mais les extrémités pneumatiques de ces pattes sont très fragiles. C'est pourquoi il en possède 996 autres qui sont des pattes de secours, car il crève très souvent. Cher oncle Hervé, pourquoi le chat ronronne-t-il quand on le caresse? Ma chère Valérie, le chat ne ronronne pas vraiment. C'est un animal complètement creux qui résonne comme un tambour. Quand tu caresses ses poils, il vibre et cette vibration s'amplifie dans son corps. Par un phénomène d'écho, il ronronne même encore un peu si tu cesses de le caresser. Cher oncle Hervé, pourquoi les animaux des cavernes sont-ils aveugles? Bonjour Valérie et bravo pour ton excellente question. Tu connais certainement les hommes des cavernes qui peignaient des bisons ou des mammouths sur les parois des grottes. Eh bien, depuis que l'homme a quitté la grotte pour une maison, il n'y a plus rien à voir dans les cavernes et les animaux ont perdu ce beau sens qu'est la vision. Cher oncle Hervé, pourquoi le chameau a-t-il 2 bosses? Chère Valérie, voici une bien jolie question qui prouve que tu sais que le dromadaire, lui, ne possède qu'une bosse. Si le chameau en a 2, c'est que la seconde bosse est la bosse des maths, qui lui permet justement de compter jusqu'à 2 et par conséquent d'en avoir exactement ce nombre. C'est QFD. Je savais. Cher oncle Hervé, pourquoi le saumon remonte-t-il la rivière? Bonjour Valérie, je te remercie de ta question. Tu as raison. On dit que le saumon remonte la rivière, mais il n'en est rien. C'est en réalité le mouvement de queue que font les saumons qui envoient l'eau de la rivière vers la mer. Sans les saumons, les rivières seraient immobiles. Cher oncle Hervé, pourquoi les serpents perdent-ils leur peau? Chère Valérie, tu dois savoir que le serpent est un animal très complexé. En effet, contrairement à son cousin le lézard, il n'a pas de pattes. Il se sent donc si mal dans sa peau qu'il en change. Et il le fait régulièrement, car le pauvre a beau en changer, il n'a pas plus de pattes qu'avant. Cher oncle Hervé, pourquoi l'huître produit-elle une perle? Bonjour Valérie, et merci de ta question. Tu as déjà vu des colliers de perles, et tu sais sûrement qu'il s'agit d'un beau cadeau. Eh bien, l'huître produit une perle pour l'offrir à la moule, laquelle n'est pourtant pas du tout intéressée, car elle n'aime que les diamants. Cher oncle Hervé, mais pourquoi les éléphants ont-ils peur des souris? Ma chère Valérie, tu poses une jolie question. Sache que la plupart des éléphants vivent en Inde, où chacun croit qu'il va renaître après sa mort, parfois dans un corps très différent du sien. Les éléphants craignent donc d'écraser une souris qui pourrait être la réincarnation d'un parent proche. Cher oncle Hervé, pourquoi les ours polaires sont-ils blancs? Ah, merci, chère Valérie, de cette question. Tu sais que l'ours arctique se nourrit presque exclusivement de phoques. Or, dis-moi, Valérie, as-tu déjà mangé du phoque? Non. Eh bien, sache que le phoque est très indigeste et que l'ours polaire est, comme toi et moi, quand il a mal au cœur, il est très pâle. Cher oncle Hervé, pourquoi le cafard a-t-il peur de la lumière? Bonjour Valérie, c'est une intéressante question que tu poses là. Et oui, si tu allumes la lumière, les cafards courent en tous sens. Mais comment peux-tu savoir s'ils ne couraient pas déjà quand la lumière était éteinte?
Je m'étais promis cette année de faire mes interventions dans la lignée de Palomar, de M. Palomar, d'Italo Calvino. Et pour aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin de faire de texte, c'est toujours très agréable pour quelqu'un de paresseux comme moi. Et j'ai trouvé le texte tout fait. Je vais donc vous lire Le gorille albinos de Italo Calvino dans Palomar. Je vous signale que le gorille dont il parle existait vraiment, il est mort en 2003. On va peut-être le voir. On va peut-être le voir à l'écran. On reprend la conduite, le fil de la conduite. On va voir le. Alors, voilà. Au zoo de Barcelone existe l'unique exemplaire que l'on connaisse au monde de gorille albinos, un gorille de l'Afrique équatoriale. M. Palomar se fraye un chemin au milieu de la foule qui se presse dans son pavillon. Au-delà d'une cloison vitrée, Copito de Nieve, flocon de neige, c'est ainsi qu'on l'appelle, est une montagne de chair et de poils blancs. Assis contre un mur, il est en train de prendre le soleil. Le masque facial est d'un rose humain travaillé par des rides. La poitrine montre, elle aussi, une peau glabre et rosée, pareille à celle des hommes de race blanche. Ce visage aux énormes traits de géant triste se tourne de temps en temps vers la foule des visiteurs, au-delà de la vitre, à moins d'1 mètre de lui. Un regard lent, chargé de désolation, de patience et d'ennui. Un regard qui exprime toute la résignation ressentie à être ce qu'on est, l'unique exemplaire au monde d'une forme qu'on n'a pas choisie, qu'on n'aime pas, toute la fatigue de supporter sa propre singularité, toute la peine d'occuper l'espace et le temps par sa propre présence si encombrante et si voyante. La vitre laisse voir un enclos entouré de hautes parois en maçonnerie qui lui donne l'aspect d'une cour de prison. C'est en réalité le jardin de la maison cage aux gorilles. Du sol s'élève un arbre bas, sans feuilles, et une échelle en fer, comme celle d'un gymnase. Un peu plus loin, dans la petite cour, il y a la femelle, un grand gorille noir qui tient un petit, noir lui aussi, dans ses bras. La blancheur du pelage ne se transmet pas. Copito de Nieve reste l'unique albinos parmi tous les gorilles. Chenu et immobile, le gorille évoque dans l'esprit de M. Palomar une antiquité aussi immémoriale que celle des montagnes ou des pyramides. En réalité, l'animal est encore jeune, et c'est seulement le contraste entre ce visage rose et le court poil blanc qui l'encadre, et puis surtout les rides autour des yeux, qui lui confèrent l'apparence d'un vieillard. Pour le reste, Copito de Nieve présente moins de ressemblance avec l'homme que d'autres primates. À la place du nez, les naseaux se creusent en double gouffre, les mains poilues et peu articulées, dirait-on, à l'extrémité de bras très raides et longs, sont, à y bien regarder, encore des pattes, et le gorille s'en sert en tant que tel pour marcher en les posant comme un quadrupède sur le sol. Maintenant, ses bras-pattes serrent contre la poitrine un pneu d'auto. Dans le vide énorme de ses heures, Copito de Nieve n'abandonne jamais son pneu. Qu'est-ce pour lui que cet objet? Un jouet? Un fétiche? Un talisman? Palomar a l'impression de comprendre parfaitement le gorille, son besoin de tenir bien serré quelque chose, tandis que tout lui échappe. Une chose en laquelle apaiser l'angoisse et l'isolement de la différence, de la condamnation d'être toujours considéré comme un phénomène vivant par ses femelles et par ses enfants, comme par les visiteurs du zoo. La femelle possède elle aussi un pneu d'auto, mais c'est pour elle un objet d'usage avec lequel elle a un rapport pratique et sans problème. Elle s'est assise dessus, comme dans un fauteuil, pour prendre le soleil en épuçant son petit. Pour Copito de Nieve, au contraire, le contact avec le pneumatique semble être quelque chose d'affectif, de possessif et en quelque sorte de symbolique. Par là peut s'ouvrir pour lui un soupirail vers ce qui, pour l'homme en proie à l'effroi de vivre, est la recherche d'une sortie.
s'investir soi-même dans les choses, se reconnaître dans les signes, transformer le monde en un ensemble de symboles, presque une première aube de la culture dans la longue nuit biologique. Pour ce faire, le gorille albinos ne dispose que d'un pneu d'auto, un artefact de la production humaine qui lui est étranger, privé de toute potentialité symbolique, dénué de signification abstraite. On ne dirait pas qu'à le contempler, on puisse en tirer grand-chose. Et pourtant, quoi mieux qu'un cercle vide est en mesure d'assumer toutes les significations qu'on voudra lui attribuer? Peut-être, en s'identifiant avec lui, le gorille est-il sur le point de rejoindre, au fond du silence, les sources d'où jaillit le langage, d'établir un flux de rapports entre ses pensées et l'irréductible et sourde évidence des faits qui déterminent sa vie. Sorti du zoo, M. Palomar ne peut éloigner de son esprit l'image du gorille. Il essaye d'en parler avec ceux qu'il rencontre, mais il ne réussit pas à se faire entendre. La nuit, aussi bien pendant les heures d'insomnie que pendant ses courts rêves, le gorille continue de lui apparaître. Le gorille a son pneumatique qui lui sert de support tangible pour un discours radoteur sans parole, pense-t-il. Et moi, j'ai l'image d'un gorille blanc. Nous retournons tous dans nos mains un vieux pneu vide grâce auquel nous voudrions parvenir au sens ultime que les paroles n'atteignent pas. Merci. Je voudrais vous lire une nouvelle du recueil Imagine Claudine qui va paraître au mois de mai prochain. C'est pour les Gender Studies, ça c'est Claudine a un chat. Un soir d'été où la porte était ouverte sur le jardin, un chat beige, assez famélique, entra chez Claudine. Il lui expliqua qu'il en avait marre de zoner et de faire la manche et qu'il souhaitait vivement trouver un endroit où obtenir le gîte et le couvert à titre définitivement provisoire. Ainsi sont les chats. Claudine accéda à sa demande et lui servit une assiette des restes de son repas avant d'entamer toute négociation. Pour le chat, cela commençait assez bien. Comme il était plutôt jaune et qu'il avait une tête de pomme, elle décida de le baptiser Golden. Elle fut très contente de sa trouvaille, mais par la suite ne le nomma plus que Melon. Elle-même ne savait pas pourquoi. Repu, le chat était paisible et Claudine en profita pour fixer les règles de leur jeu. Pas de destruction de mobilier, pas de griffes dans les cuisses, pas de mordillement des mains, des siestes interminables et un sixième sens pour savoir quand elle faisait la gueule et qu'il fallait lui foutre la paix. Pas d'excès de testostérone, pas de pipi possessif, pas de brame. En échange, elle proposa au chat ses restes, elle serait sa goûteuse, de l'eau fraîche, un coussin près de la cheminée et la promesse de quelques solides taloches les jours où elle serait énervée, c'est-à-dire tous les jours. Sûr de sa force et de ses ruses, le chat trouva l'offre excellente. Il transgressait en douce, couchait où il voulait après le couvre-feu, déshabillait les fauteuils en commençant par derrière pour que cela ne se voie pas, rapinait dans la cuisine, mais ne pissait pas partout car Claudine avait l'odorat fin. Côté taloche, l'affaire était plus complexe car elle était assez imprévisible. Brusquement, Claudine le frappait. Si elle l'avait fait, par exemple, chaque fois qu'il montait sur la table, le message aurait été clair, mais non. Claudine armait le bras contre son chat parce qu'elle avait reçu ses impôts locaux, parce que le boucher lui avait taillé une côtelette épaisse comme une tranche de jambon, parce que le fromager lui faisait payer le papier gras au prix du salaire, parce que la mère Frachon avait détourné la tête en la croisant sur la place. Étant devenu casanier, Melon, n'étant pas au courant de tous ces désordres extérieurs, avait du mal à prévoir et à esquiver. Il encaissait. Mais comme il ne redoutait pas la boxe, il savait répondre le cas échéant. Il creusa quelques jolis sillons rouges dans les avant-bras de Claudine, lui rata un œil de peu, la décoiffa, lui planta un mollet et la fit courir à travers la maison, ce qu'elle détestait. Ils prirent goût à ces jeux virils et se mirent quelques belles peignées qui remplirent plus d'une de leurs soirées. Lorsque son chat mit au monde 4 chatons, Claudine décida que ce serait une chatte. Dépitée, elle foutit tout ce petit monde dehors et se frotta les mains en signe de bon débarras.
Pendant quelques mois, la chatte éleva sa progéniture dans un taillis, puis l'abandonna jeune et bondissante aux hommes et aux chiens. Durant cette période, Claudine, d'abord soulagée, sentit progressivement monter en elle un manque de chat. Elle regrettait surtout ses batailles avec Melon. Au fil des jours, ce matou batailleur prit dans son esprit les traits d'un doux compagnon vaguement farceur. On la voyait flâner au jardin, inspectant les coins et les recoins sombres. Un soir, la chatte revint. Elle se planta au milieu du tapis et regarda Claudine de ses gros yeux jaunes. Elle inclina coquettement la tête sur le côté. Séduite par sa féminité, Claudine ajouta une assiette sur la table. Elles dînèrent ensemble. Dans l'urgence, Melon devint Minette, et elles s'installèrent dans leurs habitudes de filles. Quand Claudine allait au marché, Minette dormait. Quand Claudine faisait la sieste, Minette faisait la sienne. Elles se retrouvaient au goûter comme deux vieilles copines et ensuite regardaient ensemble les jeux télévisés où Claudine excellait. Minette apprit à ronronner et Claudine à caresser. Elles se séparaient tard dans la nuit après un ultime brossage et Claudine disparaissait dans sa chambre en prenant soin de bien se barricader. Minette avait pour cette chambre interdite une curiosité de chatte. Elle grattait à la porte, elle gémissait en vain et dormait sur le plancher juste devant afin de ne pas rater le réveil de sa maîtresse. Un jour que Claudine fut dérangée par une voisine, la chatte se glissa enfin dans la chambre et se coucha sur l'édredon qui donnait au lit son gros ventre et qui sentait si bon la nuit. Poussée par la volupté, elle s'étira et se fit immense sur le lit, puis s'y roula en boule. Elle se trouva si bien dans ses plumes chaudes qu'elle en signa la propriété par un bon jet d'urine qui fit une flaque noire. Claudine, revenue sur les lieux du crime, retrouva son swing, mais Minette n'avait plus rien à voir avec Melon. Elle avait appris l'esquive, elle échappa. Claudine en fut quitte pour laver l'édredon et le mettre à sécher sur le buisson du jardin. Lorsqu'il fut sec, elle eut à peine le temps de le reposer sur son lit que la chatte bondit et le compissa de rechef. Ce n'était pas un coup de propre qui allait accaparer son territoire. Claudine, vexée, bouda. Minette redoubla d'attention envers elle et ne manqua jamais de se glisser par la fente de la porte entr'ouverte. Au sommet de l'édredon, elle faisait étalage de ses voluptés, pattes ouvertes, yeux fermés, queue détendue. Elle pouvait rester là immobile pendant un jour et une nuit sans problème. C'est vers cette période-là que Claudine se mit à dormir sur le sofa devant la télévision. En ouvrant la porte d'entrée, je fais encore attention pour que Bill ne s'échappe pas. Il aime se faufiler entre mes jambes et monter aux étages, flairer les paillassons. En descendant la première marche, je le revois, s'allongeant de tout son long contre le dos de la marche, me regardant de côté, comme s'il espérait que je ne le voie pas et que je ne le ramène pas à l'intérieur de l'appartement. En ouvrant la fenêtre du salon, je me souviens que Bill se glissait entre les plantes du balcon et grimpait sur la rambarde, suspendu dans le vide, et là, je fermais les yeux. En posant l'eau sur la table, je le revois plongeant sa tête dans la carafe pour boire, et puis s'allonger nonchalamment entre les assiettes. Théoriquement, c'était interdit. En nettoyant le meuble de l'entrée, je trouve les traces de ses griffes. Bill ouvrait la porte centrale du placard, se glissait à l'intérieur, il avançait en équilibre sur les verres et les objets et poussait de l'intérieur une des portes latérales pour sortir, sans rien casser. En entendant la porte de la chambre grincer, j'attends encore qu'il apparaisse au pied du lit comme il le faisait chaque fois. Il pousse la porte, présente sa tête, contourne puis saute sur le lit. Cette fois-ci, ce n'est que le vent. En voyant le morceau de tissu noir qui dépasse, je revois Bill en équilibre faire osciller le grand tableau avec des coups de patte jusqu'à ce que je lève le nez et lui prête attention. Le tableau ne danse plus, le tissu noir pendouille. En rangeant les CD au boîtier en plastique abîmé, je l'entends percher sur la chaîne hi-fi faisant tomber un à un les CD jusqu'à ce que je me lève. En passant devant le cabinet vétérinaire, je me vois assise dans la salle d'attente, sans boîte à chat, avec Bill en image dans mon téléphone. Depuis sa chute, il devenait fou chez le vétérinaire, toutes griffes et dents dehors. Les diagnostics se faisaient donc à distance.
C'était avant le coronavirus. En allant dans les toilettes, je trouve encore le support du papier hygiénique vide et le rouleau posé derrière la cuvette. Cette habitude est ancienne. Après avoir fait ses besoins dans la salitière, Bill se dressait sur ses pattes arrière et déroulait avec vivacité tout le rouleau. Ensuite, il agitait et malmenait le papier dans sa caisse. Tentait-il de nous imiter ? En reposant mon peignoir sur le radiateur mural, je me souviens d'avoir jeté le précédent car tous les fils avaient été arrachés par Bill, qui l'utilisait pour grimper et s'installer sur la barre la plus haute. De là-haut, il nous observait faire notre toilette. En entrant dans la salle de bain, je le revois se cacher dans la baignoire, surgir, sauter et traverser en courant le couloir. En sortant de la douche, je sens sous mes pieds les ardoises couvertes d'eau. Je me souviens de tous les tapis de bain que nous avons jetés jusqu'à décider de nous en passer. Bill les préférait à sa litière. Bill joue du piano la nuit. Il avance délicatement de note en note, monte tout en haut du piano, glisse sa tête derrière le rideau et regarde la rue. Bill se jette sur la poignée de la porte et recommence jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Il n'aime pas que des portes fermées entravent son territoire, déjà si étroit. Bill arrive en courant chaque fois que la porte d'entrée s'ouvre, espérant pouvoir sortir. Bill ne mange ni viande, ni poisson, ni cru, ni cuit. Il n'aime que les boîtes très chères et les croquettes de luxe. Bill est tombé du 6e étage. Il a connu la douleur intense. J'ai vu son front bas, ses pupilles dilatées, son poil hirsute. Il ne ronronnait plus, c'en était fini de baiser la couette. Bill, malade chronique, prend son médicament jusqu'à la dernière goutte. Je me souviens de Bill grimpant sur mon ventre quand j'étais allongée, me présentant ses fesses pour que je le caresse et reculant jusqu'à pousser mon livre sur mon visage et m'étouffer. Je me souviens de Bill et de ses rituels. Il était perdu quand nous inversions nos places. Je me souviens de Bill arrivant à l'étage dans les bras de la gardienne après sa chute. Des voisins avaient vu quelque chose tomber. Une nappe, croyait-il. Je me souviens que son monde s'est rétréci. Il sautait moins haut, courait moins vite, sa hanche le gênait. Je me souviens que lors des soirées de l'Oulipo, il faisait le cirque en grimpant et traversant la table ou en mettant sans dessus dessous la nappe. Michel Audin lui a toujours réservé une bonne place dans les comptes rendus. Je me souviens qu'A2 était son meilleur compagnon de jeu. Bill l'invitait à jouer en lui mordillant les chevilles quand il passait dans le salon. Je me souviens que Bill aimait s'installer dans nos valises quand nous préparions à partir, tout comme se glisser au fond du caddie de course et surgir précipitamment. Je me souviens qu'il aimait renifler les sacs des inconnus, mais qu'il n'aimait pas leurs caresses. Je me souviens qu'il aimait s'allonger sur le bureau d'A1, après avoir dégagé la place en faisant tomber les papiers et les livres par terre, un à un. Bill, définitivement excusé, rejoint le panthéon des animaux qui partagent nos vies d'humains et qui laissent des traces dans nos mémoires. Depuis un certain nombre d'années, je fabrique des alexandrins greffés, c'est-à-dire que je fabrique des alexandrins avec 2 hémistiches appartenant à des vers différents. Là, je vais vous lire 2 sonnets de Baudelaire qui sont des sonnets faits d'alexandrins greffés. Alors, vous reconnaîtrez la première moitié du sonnet initial et la deuxième est celle de la greffe. Les amoureux fervents des matins triomphants aiment également dans le cabinet noir les chats puissants et doux comme des chairs d'enfants qui comme eux sont frileux le soir au fond des bois. Amis de la science et de Pasiphae, ils cherchent le silence et les cris de la fée. Les rêves les eût pris au soir à la chandelle, s'ils pouvaient au servage adorer l'Éternel. Ils prennent en songeant cette mâle gaieté des grands sphinx allongés au théâtre français qui semblent s'endormir aux feuillets souvent lus. Leurs reins féconds sont pleins d'un reste de verdure et des parcelles d'or d'une profonde nuit étoilent vaguement des vols qui n'ont pas fui. Donc ça, c'était les chats, et là, ça va être l'albatros.
Souvent, pour s'amuser, le veuf, l'inconsolé, prennent des albatros, bien fourrés, gros et gras, qui suivent indolents et toujours menacés le navire glissant vers de nouveaux rivages. À peine les ont-ils épandus sur la plaine que ces rois de l'azur, au sourire si doux, laissent piteusement une autre plaine blanche, comme un vol de gerfaut, traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, je pâlis à sa vue. Lui, naguère si beau, a fini sa carrière. L'un agace son bec que la blancheur défend, l'autre mime en boitant l'irréparable outrage. Le poète est semblable aux enfants du Limon qui hantent la tempête où Margot a pleuré. Exilé sur le sol des souffrances humaines, ses ailes de géant ne se font point connaître. Merci. Alors, je poursuis l'exploration du travail de Philippe Mouchès. On va regarder. Je ne vais peut-être pas lire la fable de La Fontaine, livre 13e, bien sûr, correspondante. En tout cas, c'est assez intéressant de voir d'où Friedrich a pris son inspiration. Voilà. On a aussi, bien sûr, peut-être que, oui. Au jour 8, Dieu trouva que son mur était nu. Il y voulait au moins du saugrenu. J'accrocherai d'abord un zèbre, ce sera plus gai, moins funèbre. Plus haut, je suspendrai un sanglier, ses défenses me seront boucliers. Et là, il me faut une demoiselle. Et hop, il fit surgir une gazelle. Pour parachever du mur le destin, il suspendit enfin un bouquetin. Considérant son mur tout neuf en somme, Dieu vit qu'il lui manquait un homme. « Tiens, se dit-il, si je prenais le Christ, je ne manquerais pas de saluer mon fils. Il n'a las pas de cornes et ça me turlupine. Je lui ceindrai le chef de couronne d'épines. » Eh oui. Alors on avait ça aussi, c'est pas mal, hein, le long de la Chie. Oui. Je peux dire que la fin, parce qu'on va... Soudain pourtant le sol se mit à résonner, venant de loin quelqu'un semblait tambouriner, le pessimiste eût pu croire à certains déboires, c'était l'heure tranquille où l'éléphant va boire. Eh oui, vous savez que dans Beaux endormis, c'était l'heure tranquille où les lions vont boire, et, allusion oulipienne, Raymond Queneau a utilisé dans la majorité de ses romans, il a utilisé cet alexandrin qu'il a détourné. C'était l'heure de la sieste où les gardiens de musée vont manger. Voilà. Mais on doit logiquement le retrouver dans tous ses romans. Là, c'est l'Assomption de la Vierge. Bon, tant pis, on va pas le lire parce que l'heure a tourné un peu plus vite que prévu. On a aussi Allons enfants de la prairie, le jour de chasse est arrivé, pour vous de la gloutonnerie, le filet tout jaune est levé. Ne voyez-vous dans nos campagnes passer ces beaux lépidoptères? Ils viennent jusque sur vos terres butiner nos fleurs, nos cocagnes. Et à la fin, nous entrerons dans la clairière, la 6e strophe, de papilles on ne verra plus. Ils auront dû faire prière par les soins de notre vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les punaiser dans un livre. Voilà ça c'est. Et on va peut-être juste terminer avec celle-ci. Ah oui, là ça c'est. Là je salue Philippe Mouchès parce que c'est quand même. Bon. Et je ne vais pas lire la fable correspondante, c'est une très très belle fable de La Fontaine, mais on va pas la lire pour gagner un peu de temps. Voilà. Ah ben oui, ou alors bon, écoutez. Non. C'est simplement, ce sont les fameux manchots qui observent la Vénus. Et au front de nos amis perlait la jalousie. Ils couchèrent aux Vénus, mais avec courtoisie. Se mirent à piquer, marteler, picorer, déchiqueter, tirer, arracher, dévorer. Il ne restait plus rien en un quart d'heure à peine des longs bras ravissants de la superbe reine. On a au moins l'explication. C'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça.
Troisième épisode, Mes couilles à l'école. Le deuxième épisode, Mes couilles a été viré de l'école. Soit, mais mademoiselle Fifi, l'institutrice, qui n'est pas très forte sur le plan administratif, a complètement oublié de le rayer des listes de la cantine. Dommage, car cet oubli n'est pas perdu pour tout le monde, et viré pour virer, Mes couilles, qui a toujours un petit creux prêt à se réveiller, se retrouve bon premier devant les plateaux du self. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui à Névache, s'enquiert-il avec son grand sourire de pastèque tranché, toujours du bœuf ? Ni veau, ni vache, ni cochon, ni couvé, lui répond le chef, qui est d'ailleurs une chef, Madame Gascard, laquelle ne désespère pas de convaincre les familles névachaises de consentir à au moins un menu non carné ou poissonneux par semaine, c'est-à-dire en un mot, dit Mes couilles, vous voulez dire tofu. Non, le tofu, c'est demain. Aujourd'hui, Mes couilles, sois heureux, c'est un menu exceptionnel. Il y aura du pain, il y aura du vin, il y aura du boursin, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi du pangolin. Madame Gascard a baissé la voix sur le dernier mot de sa phrase. Du pangolin ? Du pangolin. Mais ne va pas le crier sur les toits. Mais pourquoi du pangolin ? Pourquoi pas du bubalrou, du babiroussa adulte, du babyroussa de lait, du sanglier au sang, de la chauve-souris aux cheveux d'ange, des fourmis grosses fesses ? Pourquoi pas du boa andazibao, du crotal de chavignol, de l'agouti égoutté, je ne sais pas moi, pourquoi pas du ragoût de fouine sur son lit de foin, des anguilles dans des bottes de foin, pourquoi pas du bouillon cube de cobe de bouffon qui fait rigoler aux enterrements, du crapaud à la pigeonne plutôt que du pigeon à la crapaudine, de l'alligator qui a raison, du crocodile de bon conseil, du caïman de la même chose, pourquoi pas de la renarde rusée au roux, du poulet au Vladimir, du poulet à l'estragon, des criquets grillés à la houppe, du faucon d'or. Pas ça, s'exclame Madame Gaspard. Pourquoi ne pas reprendre Mes couilles, pourquoi ne pas nous servir plutôt du tamanoir enchanté, du sélacanthe à la raison pure, de la baleine entière en papillote, pourquoi pas un rôti de tyrannosaure du Tyrol, un calzone de saumon de Monceau, les mines, une lamproie dans ses serres d'aigle, un peu d'imagination tout de même, pourquoi pas une brochette de portée de chaton dans son panier de petits légumes, un poisson torpille à la ravigote, du cormoran des Comores, de la barbue au barbecue boucané à la Balkany, saupoudrée de bicarbonate de Birkenau, des crevettes de Madame Gascard enfin essayer d'inventer, de l'alouette gentille à l'aluette, un caniche à la nichoise, un hamster émer, un lamentin aux yeux du mirage, du boudin blanc d'ours blanc, du boudin noir de mouton noir, une fricassée de longs briques raccourcis, du lapin au chocolat, du lapin sec dans le cabinet noir, du lapin perdu, du quin, ou si on en reprend, du requin, de l'émeu impassible, du tartare de tortue, des gerfaux plus qu'il n'en faut, des vaïnés gratinés, des bombix pour faire bombance, des perdreaux de l'année et des merdreaux faisandés, des cabillots bio, une dorade au désespoir, des harengs sorts et des harengs qui reviennent. Oui, pourquoi du pangolin à la fin ? Vous savez bien que c'est une espèce à écailles en voie de disparition. Oh, dit Madame Gascard, les poings sur les hanches. Dans quel monde vivez-vous, Mes couilles ? Vous semblez ignorer que le pangolin est transmetteur d'un certain virus à pandémie et que même les Chinois boudent leurs écailles pour leurs potions aphrodisiaques, si bien que la viande de pangolin est devenue bon marché, Mes couilles, c'est-à-dire à portée de la bourse de la cuisine centrale de la commune. Mais dans quel monde vivez-vous, Mes couilles ? Bon appétit, monsieur. Et si vous n'êtes pas content de la cantine de Névache, allez vous faire cuire un bœuf. Alors on termine très rapidement avec des Chicago. Mais oui, des Chicago. Alors attention, ils sont faciles. Ils sont faciles. On m'a dit que la fois dernière, ils étaient peut-être un peu trop durs. Là, ils sont vraiment très très faciles. Voyez, il y a une liste. Il faut trouver ce qui va remplacer le 5e élément. Donc, ça y est, je l'entends. Vous criez bien fort. C'est faisant. La réponse est faisant. Voilà, agissant, faisant. Voilà. Trompette somptueux, trombone agréable, tuba ravissant. Corbeau, bravo! Ça a tout allure, c'est Odile, là. Bras mince, cou maigre, ventre menu, nuque frêle. Dauphin, bravo! Là-haut. On va faire, ça, on va les faire blitz. Avachi, mont, molasson, no, flexible veau, relâché son. Mouton, j'ai même plus le temps de les lire. Barre, abeille, enlève miel, gomme, alvéole, supprime reine. Harry? Otari. Autruche, merci, je préfère Nicolas, c'est mieux Autruche que Otari.
Parce que abeille, miel, alvéole, reine, Harry. Harry, oui. Harry, c'est rigolo. Oui. Bon, inexact, sot, toc, stupide, incorrect, idiot, faucon, mais oui, bien sûr. Faucon, maltais, bien sûr, à la maltaise, quoi. Brasero au sol, barbecue aussi, fourmi, allez, on dit. Ah, là, franchement, aujourd'hui, non, ça c'est trop facile. En haut, lentille, derrière, semoule, souris. Oui, mais après, ça va un petit peu se compliquer. Chaussettes nylon, socket coton, col en soie. Comment ? Baleine, merci, ça vient de loin, oui. Ça vient du haut. Match tour, marque tour, match cavalier, résultat fou, nombre de points roi. Oh oui, scorpion, c'est Myriam. Côte d'Armor, col, doux, soude, Dordogne, sel, heure, assemble. Ah oui, là peut-être. Oui, là, c'est un autre... Doux, soude, Dordogne, sel, heure, assemble, un département dans les CDE, quoi, oui, voilà, dans ces numéros-là, et puis coller, souder... Ah ben là, je vous ai... Oui, Nicolas. Ah, dromadaire. Ah oui, formidable. Dromadaire. Ah oui. Eh oui, dromadaire. Bon, alors là, c'est ici ave, nez, étoi, oreille, amone, bouche, décap, front. Visiblement, il y a une lettre, je dis pour ceux qui ne voient pas bien, il y a une lettre avant ave, étoi, amone, décap. Oui, Ramon, d'accord, ça doit être Ramon sans R. Je crois que décap... Non, c'était écap. C'est écap, oui. Non, c'est écap, bien sûr. C'est écap, front. Oui. Donc, nez, oreille, bouche, front, yeux, enfin, comment ? Écure-œil, oui, écure-œil. Ah, ben voilà, oui. Où initiateur, quoi mentor, qui savant, quel maître. Kangourou, mais oui, kangourou. Et celui-ci, la postillonne, ré carrossière, sol conductrice, do aurige. Une note de musique, et puis une conductrice, hein, une postillonne en fait, c'est pas du verbe postillonner. Facochère, qui ça ? Oui, tout là-bas, facochère. Ah, fallait quand même trouver ça. Ah oui. Tout là-bas, pas si facile celui-ci. Hein. Blanc abominable, clair horrible, pur insupportable, limpide effroyable. Il s'agit d'un adjectif qu'on utilise en poésie, hein, qui est synonyme de clarté, de pureté, de blancheur, de limpidité. Albe atroce, merci Annick. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.